ce soir ensemble, nous allons parler de votre roman, Le voyage de Pénélope, une odyssée de la pensée, paru aux éditions Flammarion en novembre dernier. Marie-Robert, vous êtes philosophe, professeure, autrice de livres Descartes pour les jours de doute et Quand tu ne sais plus quoi faire, dans lesquels vous nous offrez à lire une philosophie accessible et ouverte. Vous avez cofondé des écoles Montessori et l'on peut vous suivre sur votre compte Instagram Philosophie Sexy. Vous y livrez des réflexions qui, sans y avoir l'air, font entrer la philosophie dans notre quotidien. Et donc aujourd'hui, vous publiez un roman, Le voyage de l'histoire de Pénélope, la trentaine, qui lâche tout, amour, travail, ville, et décide, pour tenter de redonner un sens à sa vie qui apparaît un peu vide à ce moment-là, de se rendre à Ithaque, en Grèce, sur les traces d'une autre Pénélope, celle d'Homère dans l'Odyssée. Nous débutons dès lors la lecture d'un roman initiatique dans lequel toute la puissance de la philosophie se déploie. Avant d'entrer plus en détail ensemble dans votre roman, pourriez-vous nous dire, Marie-Robert, le rôle de la fiction? Vous nous plongez ici dans ce roman au travers de l'histoire de Pénélope. Pourquoi avoir choisi de l'embrasser tout entière, la fiction? Qu'est-ce qu'elle autorise à une écrivaine? C'est une jolie question. Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être présent ce soir, même si c'est sur Zoom et de pas avoir été limité par ça. Merci beaucoup à la librairie Dialogue de m'avoir invité, de m'avoir convié. Je rappelle toujours et encore plus en ce moment que les auteurs n'existent pas sans les libraires et sans les lecteurs. Donc, un grand merci pour cette invitation. Je crois que, en fait, mon métier premier est quand même un métier de transmission. Effectivement, moi j'enseigne à la fac, puis au lycée, puis en créant des écoles. Et en fait, bien souvent, d'expérience, la transmission est encore plus pertinente et peut-être encore plus juste lorsqu'elle utilise le récit. Et on a tous peut-être le souvenir de certains profs qui savaient nous emmener et nous raconter des histoires et à travers ces histoires nous faire passer effectivement des idées d'une manière un peu plus aiguisée, peut-être d'une manière où on s'approprie un peu plus. Et c'est vrai qu'après deux premiers livres, il y avait une partie narrative et une partie qui était plus une leçon, puisqu'à chaque fois c'était 12 situations de la vie quotidienne et 12 philosophes pour y répondre. Donc il y avait vraiment les deux, la description du quotidien et ensuite la leçon, je dirais, de philosophie, avec tous les guillemets que ça peut représenter. J'avais envie d'aller encore plus loin dans cette partie fictionnelle, sans doute parce que moi-même, j'adore la littérature. Ensuite, parce que, comme je vous le disais, je crois qu'on comprend encore plus à travers le récit. Notre rapport au monde est un rapport au récit. Quand on présente un CV, c'est une manière de se raconter. Quand on raconte une histoire d'amour, avant d'être de l'amour, c'est une histoire. Quand on se présente à quelqu'un comme là ce soir, on choisit un axe narratif. Donc effectivement, j'avais envie d'avoir cette amplitude. Et puis aussi peut-être, en dernier lieu, parce que j'avais envie d'avoir, comment dire, la complicité des personnages. Quand on écrit et quand on est auteur, et surtout quand on fait de la philosophie, il y a un côté toujours un peu aride à un moment, même si on essaye de la rendre accessible, même si on essaye de décortiquer suffisamment pour la tendre à l'autre, il y a quand même une aridité de la pensée. Tout d'un coup, avoir recours à des personnages, mais quel bonheur en fait. Je les rencontrais moi-même. Ils apparaissaient. Ah tiens, Sophie Janin apparaît à Berlin. J'y avais pas pensé. Elle surgit. C'est une manière en fait d'aller chercher plein d'autres nuances, de naviguer d'une manière peut-être plus subtile, permettre, donc, et pour moi c'était très confortable, et aussi de permettre, j'espère, au lecteur d'encore plus s'approprier le Quand texte. vous avez réfléchi, quand vous avez débuté votre processus d'écriture, vous aviez en tête la manière dont serait reçu aussi votre texte, donc vous aviez en tête de vous mettre à la place de votre lecteur et de votre lectrice? Alors, je ne savais pas du tout comment il serait reçu, parce que ce serait prétentieux de le penser. Il y a ce côté vertigineux de se dire bah, je suis seule face à mon clavier. C'est quand même un métier solitaire, hein. Je suis seule face à mon clavier. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Par contre, ce que j'avais en arrière-plan, c'est que quand même, je suis lectrice et je lis beaucoup. Et j'ai d'ailleurs, je crois, j'espère qu'il n'y a pas de philosophe ici, mais plus lu de littérature que de philosophie. Dans les 17 ans, ça fait 17 ans que je fais de la philo, mais je crois que la littérature m'a toujours beaucoup portée. Et je sais que la littérature m'a toujours aidée justement à peut-être comprendre avec plus de finesse les concepts, les comprendre plus émotionnellement. Alors sans doute parce que j'en avais besoin et que c'est ma manière de pratiquer d'ailleurs les choses.
C'est pour ça que souvent je me présente plus d'ailleurs comme professeur que comme philosophe, déjà parce que le mot est très pompeux, mais aussi parce que ça veut rien, enfin, ça évoque rien. Moi, j'ai besoin toujours du relais narratif pour comprendre les choses et j'avais envie effectivement de proposer ça au lecteur. Donc, dans votre roman, on suit Pénélope. C'est elle qui nous parle. On file directement au cœur de ses pensées, de ses doutes, de ses multiples questionnements. Comment est-elle née, cette Pénélope? Comment l'avez-vous pensé, ce personnage, ne serait-ce qu'à son prénom incroyable? Alors en fait, comment dire? J'avais plusieurs choses en tête. Déjà, j'avais très envie d'un roman qui soit effectivement un roman introspectif. Introspectif au sens et initiatique. Au sens où j'avais envie de montrer, toujours dans le fil conducteur de mes précédents livres, que on se transforme au fil de notre vie, on s'ajuste. Ça ne veut pas dire forcément qu'on change, mais en tout cas qu'on passe d'étape en étape en étape et que comment on franchit ces différentes étapes, on les franchit à travers des questionnements. Il y a plein de moments de notre vie. Pénélope a 30 ans, mais finalement, c'est pas un livre sur la trentaine, c'est un livre sur tous les moments de notre vie où on sent qu'on n'est plus à notre juste place. Que ce soit dans la vie intime ou que ce soit dans la vie professionnelle. Ce moment où tout d'un coup on sent, tiens, je dois bouger parce que je suis en train de m'éteindre. Donc j'avais envie de montrer ça, ces moments de crise, ces moments de frottement dans l'existence qui deviennent tellement importants qu'il faut absolument se déplacer. Et de l'autre côté, j'avais aussi très 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 envie de montrer une histoire de la philosophie qui soit une histoire dans l'espace et dans le temps. On a toujours une petite tendance, et peut-être encore plus mes élèves adolescents ont du mal à comprendre qu'on est la somme de plein de choses qui nous précèdent, que les choses ne sont pas apparues ici et maintenant en 2021, mais que tout ce que nous pensons et certains concepts que nous utilisons au quotidien sont un héritage ancien. Donc non seulement le temps, une odyssée dans le temps, mais aussi une odyssée dans l'espace, parce que j'avais envie de montrer que la philosophie n'est pas franco-française, loin de là, mais qu'au contraire, ce sont tous les déplacements, toutes les errances, tous les changements, tous les revirements. Donc en fait, je me suis dit, mais ce que j'ai envie de faire, c'est deux Odyssées. Et là, évidemment, quand on parle d'Odyssée, c'était difficile de ne pas penser à l'Odyssée, et encore plus quand on est dans une perspective justement d'aimer les textes et d'aimer la littérature. Moi, l'Odyssée d'Homère a été, c'est un des textes que j'ai le plus lu, je crois, dans ma vie. Et effectivement, j'avais envie d'en faire c'était un clin d'œil, et de prendre ce personnage de Pénélope, si absent dans l'Odyssée d'Homère finalement, alors à la fois un rôle central, mais en même temps un rôle très peu actif, et juste de jouer sur ce nom et de dire, mais que se passerait-il si c'était Pénélope cette fois qui partait? Que se passerait-il si au lieu d'attendre, d'attendre passivement, même si elle tisse et même si elle invente des ruses, que se passerait-il si finalement elle s'en va? Comment irait-elle à la découverte d'elle-même? Alors, vous dites que ce n'est pas en effet un roman sur la trentaine. Toutefois, on peut dire que Pénélope, elle fait partie des gens qui doutent, à l'inverse d'autres personnages de votre livre, comme sa cousine Cécile, qui a débuté sa vie d'adulte avec, on le ressent, un peu plus de certitude. Pénélope, elle a un regard sur elle un peu dur. Elle se définit d'ailleurs comme une aventurière de pacotille qui n'a pas su s'aventurer dans sa vie. Ah, donc ces questionnements, elle n'est pas les seuls, elle n'est pas la seule à les ressentir. Pensez-vous malgré tout qu'il y ait ici une prise de conscience générationnelle face à une société qui survoltée, qui va à mille à l'heure et qui ne nous laisse pas le temps ni de nous penser, ni de nous poser? Alors c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est générationnel, peut-être en tout cas que la trentaine est un âge un peu plus charnière, déjà parce que c'est un âge de construction, souvent professionnelle ou de construction familiale un peu plus marquée. C'est un âge où on commence à se poser la question, est-ce qu'on veut des enfants ou non? Est-ce qu'on établit son couple ou non? Qu'est-ce qu'on fait professionnellement? Donc c'est certain que sur ce point, il y a la trentaine, mais je crois que la question de l'accélération, c'est une chose qui caractérise notre société entièrement. C'est un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand, qui dit, qui a écrit un texte très beau qui s'appelle L'accélération, compliqué mais très beau et très pertinent, qui dit finalement ce qui représente le plus notre modernité, c'est l'accélération permanente.
on mange plus vite, on répond plus vite. Si on ne répond pas au texto tout de suite, on a l'impression que on n'est pas bien. Si on est dans cette accélération permanente, 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 à tel point que l'accélération finit par nous pétrifier. Parce qu'en fait, à force d'accélérer, on ne sait plus où on va et on est complètement figé. On devient tellement dans la et on le voit dans la sphère politique, on est tellement dans la réaction qu'on n'est plus dans l'action. Il faut réagir, il faut être dans une cavalcade et effectivement, on a encore plus de mal à savoir où nous mettons nos pas. Et il y a des petits moments de vie, alors parfois la trentaine, mais il y a d'autres moments de vie finalement où tout d'un coup, on se réveille et on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? La question de Pénélope, c'est comment je me suis retrouvée là? Et il y a une urgence de partir de cette place-là. Il y a une urgence de s'arracher à ça. Et ça, qu'on ait 30, qu'on ait 40, qu'on ait 80, cette urgence, on peut la ressentir. Tout d'un coup, se dire, mais tiens, je ne suis plus à ma juste place. Et effectivement, l'accélération fait qu'on n'a souvent pas d'espace de pensée pour se le formuler. Et ça arrive par fulgurance. Et c'est pour ça que ça arrive souvent dans des moments de crise. Parce qu'en fait, la crise est juste symptomatique, c'est comme dans le corps en fait. Quand on tire sur la corde, on tire sur la corde, on tire sur la corde, bam, notre corps nous rappelle que quand même là, il y a un petit problème. Bon, bah, c'est exactement pareil pour le reste. C'est que quand on accélère sans cesse, on se perd soi-même jusqu'au moment où ça devient critique. Pénélope, elle a un projet, donc quand elle se rend compte que voilà, sa vie actuelle ne lui convient pas, elle a déjà pris de grandes décisions pour la modifier. Ce projet, c'est se rendre sur l'île d'Ithaque en Grèce, à la rencontre donc d'une autre Pénélope, je l'évoquais dans l'introduction. Ce projet, il apparaît fou pour certains de ses proches, et pourtant, il est très concret pour elle, il lui donne un sens à ce moment-là, un sens à sa vie, et elle se lance, quittant donc son appartement pour se rendre en Grèce. Quelle signification revêt le fait de partir pour l'héroïne? Alors je crois que bon, effectivement, je la fais partir et d'autant plus je la fais partir en Grèce pour continuer à filer, la métaphore d'Ithaque et la métaphore de l'Odyssée. Je crois qu'il y a 1000 façons de voyager et on s'en rend bien compte aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas que le voyage, physique, il y a plein de façons de voyager, si ce n'est que le voyage physique, pour moi, était la métaphore de quand on est ailleurs, nos sens sont différents. Pourquoi Pénélope, je la fais circuler, donc elle va à Athènes, puis elle va à Cordoue, puis elle va à Florence, puis elle va à Amsterdam, puis elle va à Berlin? Parce que dans le voyage, on regarde les choses différemment, simplement parce que nous ne sommes pas dans notre quotidienneté. Donc tout d'un coup, les sens sont en éveil, on n'entend pas la même langue, on ne mange pas de la même façon, on n'a pas la même architecture autour de nous, on n'a pas le même climat. Et le fait d'être complètement bousculé dans nos habitudes, ben, c'est fait qu'on est obligé de trouver d'autres appuis, en fait. On est obligé de se repositionner. Mais encore une fois, ce voyage, qui là, dans le cas de Pénélope, est un voyage concret, puisque j'avais à cœur de parler de ces villes, d'en parler aussi de l'atmosphère. Mais ce voyage, il peut être complètement métaphorique, c'est-à-dire tout d'un coup, et si notre journée, nous la vivions différemment? Et si, au lieu de commencer notre journée avec nos rituels que nous avons tous, en tout cas nos habitudes qu'on n'interroge même plus, tout d'un coup, on faisait différemment? Et bien là, c'est encore une fois cette idée d'interroger ce qu'on n'interroge plus. Et au fond, le voyage, c'est une curiosité qui s'impose. Même quand on n'est pas spécialement curieux de nature, quand on est en voyage, on est obligé d'être curieux parce qu'on ne sait pas comment faire. Où est-ce qu'on achète un ticket de bus? Comment, enfin, on a voilà, on est complètement éveillé. Et c'est ça que j'avais envie, c'était ça l'idée du voyage. Donc en effet, elle va d'abord arriver à Athènes, Pénélope, avec pour projet de se rendre sur l'île. Elle va s'apercevoir que malheureusement, elle ne peut pas s'y rendre en ce moment parce qu'il n'y a pas de correspondance. Et là, elle se retrouve tout d'un coup bloquée. Et à l'inverse, qu'est-ce que ça fait naître en elle, cette impossibilité de mouvement, ou plutôt le fait que sa volonté de changement de trajectoire, elle est brimée, elle est brisée à cet instant-là. Vous savez, il y a cette phrase que j'adore qui est quand une chose se termine, on a toujours l'idée qu'une autre commence, mais entre les deux, en fait, c'est la pagaille. C'est-à-dire qu'en fait, Pénélope a l'idée de ça y est, je pars, donc j'ai le courage de partir. Et il y a ce moment où on s'élance dans le vide et on est fier de nous parce que on s'est élancé et que ça y est, on l'a fait. Sauf que dans notre tête, on a l'idée qu'après, les choses vont être fluides. C'est un peu comme si on se disait, bon, bah, ça y est, j'ai fait ma part du travail, maintenant, il faut que ça déroule.
Sauf que la réalité, c'est que souvent, ça ne déroule pas. Et c'est presque encore plus déstabilisant que l'élan de partir et de s'arracher. Parce que là, tout d'un coup, ça demande de se confronter comment dire, à une réalité du changement. Et le changement est lent. Et c'est ça que j'avais envie de montrer. On est dans une société qui croit au déclic. Et c'est drôle, je vous partage une anecdote complètement personnelle. Et j'ai fait un rendez-vous il y a 2 heures avec des parents qui me disaient bah, moi, j'attends le déclic pour mon fils. Mais le déclic ne veut rien dire. On ne se réveille pas un matin en se disant ça y est, je comprends le sens de ma vie. Non, les choses infusent, et puis on tâtonne, et puis on a l'impression de retourner en arrière, et puis en fait, non, on réavance, mais ça prend du temps, on tisse quelque chose. Décidément, la métaphore de Pénélope est toujours là en arrière-plan, on tisse, on essaye de pas trop défaire, mais en tout cas, on tisse. Et du coup, cette première difficulté en fait de Pénélope qui se dit bah oui je vais aller à Ithaque et voilà, bah non en fait elle peut pas y aller et c'est là où la question du que faire, qui suis-je, où vais-je devient encore plus intéressante que cette pulsion de juste la pulsion du départ. C'est exactement comme les gens en reconversion. Il y a une différence entre quitter un métier qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus ou en tout cas qui est devenu plus possible pour nous et trouver le métier qui nous convient. On a une envie de se précipiter vers une autre aventure et que ça se passe bien, mais non, il faut voilà, prendre le temps de s'ajuster. Alors, vous évoquiez le fait que partir, c'est aussi c'est mettre, affûter un peu sa curiosité, c'est se défaire de nos habitudes. Mais c'est aussi, enfin, pensez-vous qu'il y ait dans le fait de partir, dans le fait de se mettre en mouvement physiquement, on ouvre la voie au fait de mettre également sa pensée en mouvement? Oui, en fait, je suis très attachée au corps et au sens en général, à toute la sphère sensorielle et au mouvement du corps et de l'esprit. Pourtant, je travaille une discipline qui est quand même une discipline très intellectuelle et très abstraite, mais j'ai tendance à croire que la pensée, elle n'est pas que dans notre tête, elle est aussi totalement dans ce lien entre le corps et l'esprit. Encore une fois, on le voit quand on fait du sport, parfois, ben, on débloque des idées où on a une perception qui est complètement différente. Quand on travaille, du travail manuel, ça a beau être manuel, et bien tout d'un coup, on a l'impression de libérer quelque chose, de retrouver une fluidité, de retrouver le concret. Et effectivement, Pénélope, qui passe beaucoup de temps à marcher dans les villes, à observer l'architecture, bien finalement, c'est aussi une manière, parce que le corps appelle le mouvement. Et en fait, quand on est un peu bloqué dans notre esprit, parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait plus quel chemin prendre, bien notre corps nous rappelle à l'essentiel, c'est-à-dire nous rappelle au vivant. En fait, tant qu'on sent que ça palpite, tant qu'on sent notre chair, tant qu'on sent les flux, tant qu'on sent nos articulations, on est vivant. Et c'est aussi ça que j'avais envie de montrer, c'est cette ode au vivant. Tant qu'on a ce mouvement en nous, finalement, tous les chemins sont possibles. Pénélope va effectuer comme un double voyage, donc physique, vous le disiez, en traversant plusieurs villes d'Europe, mais également temporel, en rencontrant des personnes qui l'éclaireront sur des philosophes de plusieurs époques. Vous commenciez à l'aborder tout à l'heure, mais connaître hier, selon vous, permet-il de mieux appréhender son présent? J'en suis convaincue. Enfin, c'est du même une bataille éducative, hein, vraiment, qui pour moi est indispensable. Connaître hier, c'est non seulement savoir se positionner, comprendre, donner du sens et de la cohérence à là où on se trouve, mais c'est aussi pouvoir projeter l'avenir, savoir ce qu'on ne veut pas, savoir à quoi on s'oppose, savoir au contraire ce qu'on veut conserver, ce qu'on veut préserver. C'est absolument indispensable. Et dans l'histoire de la pensée, et dans l'histoire de nos vies d'ailleurs, même à l'échelle individuelle, c'est toujours intéressant. Pourquoi les travaux souvent de psychogénéalogie sont très aidants, parce qu'on comprend pourquoi on répète certains schémas, pourquoi on a certaines attitudes. En fait, c'est donner des outils de compréhension. Et dans l'histoire de la pensée, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'histoire de la pensée est en fait un long, très long dialogue, d'époque en époque en fait, qui à chaque fois, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on précise, qu'est-ce qu'on nuance, qu'est-ce qu'au contraire, quel vent de libération on veut mettre. Et en fait,
si nous sommes dans une société où on a tant l'impression de perdre le sens, c'est un des mots qu'on entend le plus. Ah bah, moi, ça n'a plus de sens, ma vie n'a plus de sens, etc. Mais d'où vient ce sens? Littéralement, le sens, c'est une direction. Mais on ne peut aller dans une direction que si on sait d'où on vient, d'où on part, en fait. Comment donner une direction, sinon? Donc, ça paraissait indispensable, et aussi parce que la créativité ne suppose pas, et l'innovation d'ailleurs, ne veut pas dire qu'on doit se dispenser d'histoire. Bien au contraire, c'est souvent très inspirant que d'aller puiser, que d'aller chercher, que d'aller voir, voilà, réinterpréter ce qui a été fait. Dans son voyage, Pénélope va rencontrer donc un certain nombre de personnes, chacun et chacune à leur manière, et ils vont devenir des compagnons et ils aideront à leur échelle Pénélope à avancer, à défaire un peu les nœuds qui la coincent, rencontrer l'autre, s'y confronter, est-ce une manière de se rencontrer soi? Ah, ça, c'est mon deuxième sujet favori. Dans mon troisième, l'amour, l'histoire et l'autre. Bien sûr, ça, c'est toute la pensée de Lévinas, hein, sur l'altérité. Quand je regarde quelqu'un, que je l'aime ou qu'il m'agace ou qu'il me soit étranger, ou peu importe l'attitude qu'il suscite chez moi, il me permet de dessiner en fait les contours de mon jeu. Nous avons infiniment, et je crois qu'on s'en rend particulièrement compte ces 12 derniers mois, nous avons infiniment besoin des autres. Non seulement parce que nous en avons besoin affectivement, émotionnellement, en termes de compréhension, en termes d'échange, mais nous en avons besoin parce que finalement, c'est très dur de prendre conscience de soi sans les autres. C'est très dur de comment dire, de comprendre ce qui compte pour nous. Très souvent, quand on est face à quelqu'un, et même si c'est quelqu'un qui nous confronte, même si c'est quelqu'un qui nous agace, c'est très intéressant de comprendre la source de cet agacement. C'est très intéressant de comprendre pourquoi ça nous blesse, pourquoi là je suis en train de... pourquoi cette réaction-là chez moi? S'il n'y a pas d'altérité, s'il n'y a pas le visage de l'autre, comment faire en fait pour accéder à ça? Moi, je trouve ça très difficile de se comprendre seul. C'est très difficile de grandir seul, de s'affranchir tout seul. L'autre est un révélateur. Voilà, l'autre nous aide en permanence à accoucher de nous-mêmes. Et ce qui est incroyable dans votre roman, c'est qu'on sent que Pénélope, elle éclot de plus en plus au fil des pages et elle est de plus en plus, comment dire, poreuse en fait aux personnes qu'elle rencontre. Et c'est très beau à lire et à voir. Bah, merci beaucoup. En tout cas, effectivement, j'avais envie de montrer, de donner cette impression-là, c'est-à-dire à quel point l'autre est précieux. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, une belle galerie de personnages dans votre roman et on est très curieux de savoir comment vous les avez pensés, comment vous les avez créés. Ils sont très différents les uns des autres et pourtant on a vraiment la sensation qu'ils se complètent. Il y en a deux qui m'ont peut-être moi particulièrement marqué. C'est Cécile, donc la cousine de Pénélope, son alter ego, sa confidente, et Théana, donc c'est une jeune femme, une jeune Athénienne flamboyante que Pénélope rencontre à Athènes et qui la bouscule pas mal. Que nous disent-elles, ces deux femmes, et que nous disent-elles de Pénélope? C'est drôle parce que ce sont les 2 seuls personnages que j'avais déjà en tête avant d'écrire. C'est-à-dire j'avais Pénélope, Cécile et Théana. Les autres personnages, comme je vous le disais, c'est pas du tout une posture, d'auteur, hein, sont vraiment apparus au fil de l'écriture. Je les avais pas en tête. Cécile et Théana, je les avais vraiment, c'était un besoin, narratif et un besoin de compréhension et d'articulation. Cécile, effectivement, c'est l'opposé de Pénélope. Ça fait partie, mais je suis sûre que ceux qui nous écoutent voient très bien de quoi je parle, de ces gens qui sont en permanence, qui savent. Ils savent où ils vont. C'est voilà, ils ne posent pas de questions, ils ont toujours bien fait, ils ont un chemin limpide, ils sont toujours dans la certitude. Mais au fond, ce que je voulais montrer, c'est que cette manière d'être dans la certitude est au fond peut-être une manière d'être dans le doute. C'est-à-dire que le doute est tellement paralysant qu'il faut construire des remparts encore plus forts pour avancer. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du livre, sans tout révéler, Cécile finit elle aussi par craquer, par montrer en fait que bah, cette certitude l'étouffe. Donc c'était vraiment le contrepoint de Pénélope. Finalement, Pénélope apparaît beaucoup plus fragile, mais est-elle si fragile que ça? Elle qui va à l'audace, elle qui est dans l'audace, qui va à la rencontre avec elle-même, elle qui au fond vit peut-être d'une manière plus intense
qu'une Cécile qui a tout cloisonné, qui a tout balisé et qui, au bout du compte, bah, s'écroule aussi de toutes ses certitudes. La figure de Théana, c'est un peu différent. C'est drôle parce qu'on me pose souvent la question de est-ce que je suis Pénélope? Alors, bon, je dis évidemment, il y a des points de correspondance. De toute façon, quand on écrit, on est toujours tous ces personnages. Bien sûr, il y a des points de correspondance. Bien sûr que si j'avais pas vécu une rupture, j'aurais sans doute pas écrit la rupture de cette façon-là. Donc, évidemment, il y a des échos. Mais sur bien des points, je crois que je me retrouve un peu plus dans Théana. Théana, pour moi, c'était la figure de la détermination et de l'engagement. De ce monde, ce curieux monde, n'a de sens que dans l'action et dans le faire. Et pour moi, Théana, c'est autre chose que de la certitude. C'est pas de la certitude, c'est pas de cloisonner, c'est pas baliser, c'est se dire, eh bien finalement, tout est micro-action et on avance. Et il faut bâtir et il faut construire. Il faut y aller, quoi. C'est une figure de combat, presque. Ou en tout cas, je la comprends de cette façon-là. Vous parliez d'un thème qui vous plaisait particulièrement et qu'on retrouve évidemment dans votre livre, c'est l'amour. Et vous en parlez d'une manière un peu inédite. Alors évidemment, on va rien dévoiler du tout, mais peut-être pourriez-vous nous parler de cet amour qui parfois a droit de se défaire des conventions un peu. Et Pénélope l'entend de mieux en mieux, de plus en plus. Elle est très bien accompagnée en plus pour cela. Oui, j'avais envie de montrer. En fait, c'est ce qui est compliqué dès qu'on parle d'amour, c'est qu'en fait, assez vite, alors déjà, on a l'impression que tout a été dit, même si c'est pas le cas, mais en fait, on a un peu ce vertige-là. Et puis, très souvent, on peut tomber dans des clichés ou même sans s'en apercevoir, en fait, dans des modalités très figées sur l'amour, le sentiment amoureux, le couple, et ça doit se passer comme ça, et alors au début, et puis ensuite on construit, et puis on construit de plus en plus. Et en fait, je me disais, mais comment dire, on devient très détaché en fait de l'autre quand on perçoit l'amour avec des étapes clés, avec du il faut, avec de la nécessité. J'avais envie de montrer, mais finalement, il n'y a pas d'autre nécessité que de se rappeler, et c'est le cas pour l'amour amoureux, mais c'est le cas aussi pour l'amour familial, c'est le cas pour l'amour filial aussi, qu'en face de nous, bien sûr, ce sont des gens qu'on aime, qui sont nos maris, nos enfants, nos parents, mais ce sont avant tout des individus. Et que peut-être la plus belle, la forme d'amour qui, moi, me touche le plus, c'est la capacité en permanence à se regarder comme des individus. Pas se regarder comme c'est mon mari, c'est ma femme, voilà ce qu'il me doit, c'est mon enfant, voilà ce qu'il me doit, ou voilà ce que je lui dois, comme des modalités relationnelles, mais plus de se dire, mais oh, c'est incroyable, qui est cet autre en fait, qui est cet individu, et comment on peut voilà, s'épanouir en fait ensemble. Et c'était ça aussi, c'était de dire, bah là, Pénélope, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, il y a une rupture comme point de départ, mais ça ne veut pas dire qu'on rompt de la modalité, ça ne veut pas dire qu'on rompt avec la personne. Et parmi les, dans l'odyssée que va accomplir Pénélope, il y a quelque chose aussi qui est extrêmement marquant, c'est comment sa propre audace va infuser ses proches. Je disais que tout à l'heure que lorsqu'elle décide de partir en Grèce, on la regarde un peu comme si elle faisait une crise d'adolescence et que finalement, elle-même va semer des petits cailloux auprès de ses proches et faire germer des idées. Et c'était ça aussi que vous aviez envie de montrer, que toute personne peut être inspirante par ce qu'elle fait. Oui, en fait, ça, c'est venu vraiment, pour le coup, c'est vraiment venu de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans mes écoles, dans les écoles Montessori que je crée, les enfants sont en ambiance mélangée. C'est-à-dire que les enfants de 3 à 6 ans sont les ambiances, il y a des enfants de 3 à 6 ans et après 6 12 ans pour les plus grands. Et en fait, c'est toujours impressionnant de voir, ils travaillent plutôt en travail individualisé, et c'est toujours impressionnant de voir que les plus grands se sentent responsables des plus jeunes. Donc, ils ont une tendance à agir avec peut-être plus de rigueur, plus d'éthique, parce qu'ils se sentent modèles. Et à l'inverse, les petits sont très admiratifs des plus grands. Et donc, il y a une espèce comment dire, d'écosystème qui se met en place, d'écosystème d'admiration. Et je crois que dans notre vie, parfois, on a besoin de cet élan. Ça ne veut pas dire imiter les autres, ça ne veut pas dire les copier, mais on a besoin de voir, ah tiens,
OK, on peut faire ça. C'est une forme d'autorisation, en fait. On se censure tous beaucoup au quotidien, parce qu'on se met des limites éducatives, des limites culturelles, des limites physiques, des limites, on se met plein, plein, plein de limites et quand tout d'un coup on observe quelqu'un: «Tiens, cette limite-là, il l'a repoussée, mais s'il l'a repoussée, ben, moi je peux aussi le repousser». C'est toujours, très, salvateur, je crois. C'est effectivement très inspirant. Donc un de vos leitmotivs, Marie-Robert, c'est de rendre la philosophie sexy. Donc on parlait de Théana tout à l'heure, une Athénienne engagée, survoltée, inspirante elle aussi à sa manière par bien des aspects. Théana, elle explique à un moment à Pénélope que la philosophie n'est pas une théorie abstraite, c'est une manière de vivre qui engage toute l'existence. Alors là, c'est drôle parce que moi, ma question, c'était, est-ce que c'était vos mots ici, Marie-Robert? C'est que moi, je vous associais plus à Théana, mine de rien. Voilà, bah, vous aviez, je pense, dit juste, oui. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est toujours délicat parce que, comment dire? En fait, la philosophie étant une discipline un peu étrange, très élitiste, bien souvent très prétentieuse, c'est une matière très bourgeoise, très on a toujours l'impression, qu'elle doit être dans sa tour d'ivoire. On a toujours l'impression qu'elle doit être, à l'écart. Et je crois, et c'est vraiment, ce que j'essaye de défendre, qu'on confond plusieurs choses. On confond les chercheurs on confond les philosophes qui élaborent des systèmes, on confond les chercheurs en philosophie qui font un travail universitaire pointu, fouillé, rigoureux, les professeurs de philo qui sont là vraiment au quotidien dans les classes de terminale pour essayer d'apprendre une méthodologie, pour essayer de faire passer une épreuve, et ceux qui pratiquent la philosophie, c'est-à-dire l'idée de dire au quotidien, dès lors qu'on pense, dès lors qu'on refuse l'idée toute faite, dès lors qu'on refuse juste l'image qu'on nous donne, dès lors que tout d'un coup on se place dans la curiosité, dans l'émerveillement, dans le questionnement, dès lors qu'on a envie d'aller gratter, qu'on a envie de faire preuve de nuance, qu'on a envie d'être vraiment d'utiliser ce que nous avons de plus précieux, nous sommes déjà en train de pratiquer une forme de questionnement philosophique. Alors bien entendu que ça ne nous rend pas philosophes, c'est pas la question, mais bien entendu que ça change quelque chose en nous. Et je crois qu'il y a l'idée, et c'est souvent une idée qu'on retrouve d'ailleurs dans une approche dans la philosophie grecque, hein, cette idée de être transformé par la pensée. La pensée nous transforme. Dès lors que tout d'un coup on ouvre la boîte de l'interrogation, on n'est pas le même avant ou après. Vous nous proposez donc à travers le voyage de Pénélope et vos autres livres, votre compte Instagram aussi, j'en parlais tout à l'heure, un accès à la philosophie, mais vous n'en faites toutefois pas la promotion d'une matière ou d'une science qui soit facile. Son apprentissage est délicat, il demande de l'effort, de la concentration, de l'engagement. Et Pénélope, elle est d'abord rétive à tout cela. Donc, dans le roman, on apprend qu'elle suit comme ça des cafés philo, en fait, et on sent que sa pensée s'évade dès que ça devient un tout petit peu ardu. Comment l'apprivoise-t-on, la philosophie? Mais effectivement, j'avais envie de montrer cette image-là pour montrer que j'avais pas du tout envie de dire, la philo, est simple, parce que c'est un mensonge. La philosophie n'est pas simple. Je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent ce soir, on n'accède pas à un texte de Spinoza, de Kant, d'Hegel, de la même manière qu'on accède à un magazine ou à un roman. C'est évident. Il faut non seulement beaucoup de patience, mais il faut de la pratique, il faut du vocabulaire, il faut décortiquer, il faut être vraiment dans cette approche presque d'archéologue, en fait, interpréter le texte, s'en rapprocher, l'élaborer. Certes, mais comme je vous le disais, il y a aussi une manière tout autre, et peut-être que c'est un point d'entrée, c'est le point d'entrée du questionnement. Et ça, moi qui pratique des ateliers philo avec mes très jeunes élèves, à partir de 5, 6 ans, je vous assure que c'est bouleversant de voir qu'ils sont déjà dans un questionnement métaphysique. Ils n'ont pas lu Kant, ils n'ont pas lu Spinoza, ils n'ont pas la moindre idée de qui est Hegel, mais pour autant, ils sont dans un questionnement métaphysique, questionnement de la vie, la mort. À chaque fois, on a des questions qui sont bouleversantes. L'autre jour, un élève me dit, mais est-ce que est-ce que ce souvenir de quelqu'un le rend encore vivant? Magnifique, somptueuse question. Et c'est déjà un point d'entrée, en fait. Au fond, la discussion
que ce soit dans un atelier philo avec des enfants ou que ce soit, et on l'a tous vécu quand avec certains amis, on arrive à avoir un degré de discussion qui est un peu plus profond que juste qu'est-ce que tu as fait ce week-end, comment vont un tel ou un tel, ah tiens. Donc quand on dépasse la discussion quotidienne et que tout d'un coup on va parler de désir, de liberté, d'autorité, de décision à prendre, on sent qu'on atteint un degré qui est un degré de réflexion autre que, voilà, que la parole habituelle. Et c'est sans doute un fil à tirer. Et puis ensuite, on peut commencer et aller un peu plus loin, c'est-à-dire voilà, aller commencer à lire des textes, à oser aussi lire ces textes. Parce qu'il y a aussi un problème de légitimité dans la philosophie. Et ça, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de réticences. Il faudrait une autorisation à lire de la philo. Il faudrait avoir atteint un certain statut. Ah non, en fait. D'ailleurs, ça me fait toujours rigoler, mais je ne sais pas si c'est comme ça dans votre librairie, mais la table des romans, tout le monde prend les quatrièmes de couverture, se balade, se faufile. Le rayon philo, c'est une cathédrale. C'est-à-dire, il faut choisir le livre voilà, le plus approprié. Donc, il y a quelque chose d'un peu sacralisé. Moi, l'idée, c'est aussi de dire, bon, bah, on peut toujours tenter, ouvrir un livre et on peut oser, quoi. Enfin, et puis peut-être qu'on ne comprendra pas, mais quel est le risque, en fait? Et à travers votre propre livre, c'est aussi une porte d'entrée que vous nous proposez. Parce que Pénélope, elle va donc à la rencontre de ces personnes, à chaque fois des spécialistes de certains philosophes, et vous nous en donnez les premiers préceptes, les premiers concepts, et peu à peu, à travers justement la fiction, on s'en accapare. Et c'est aussi le rôle de votre livre, j'imagine. Oui, c'était d'être une passerelle. C'était évidemment pas qu'on s'arrête à Marie-Robert, loin de là. J'ai pas du tout cette prétention-là, c'était juste d'être une passerelle. Et effectivement, dans chaque ville, je présente un philosophe, que ce soit, voilà, que ce soit les philosophes grecs, que ce soit la philosophie du Moyen Âge à Cordoue avec la scolastique, à Vicenne, Averroès, que ce soit à Florence la Renaissance, notamment des figures comme Christine de Pisan, qu'on connaît peu en France, une des premières philosophes femmes qui a écrit un ouvrage, La Cité des femmes, c'était donner des envies, tendre, voilà, être une passerelle, tendre. Et c'est pour ça d'ailleurs à la fin, bon, on se refait pas, hein, on est quand même toujours, il y a toujours le prof qui traîne quelque part en moi, une petite bibliographie pour pouvoir poursuivre l'aventure si on en a envie. Théana, donc je reviens toujours à elle, fait partie d'une association qui souhaite promouvoir, elle est même à la tête de cette association, qui souhaite promouvoir la philosophie aux jeunes personnes un peu désœuvrées. Qu'est-ce qui signifie ce projet pour vous, ce projet d'éducation alternative? Et dans quelle mesure la philosophie peut-elle aider un individu et du coup aider également la société? Parce que alors bon, il y a plusieurs choses, mais je crois que donner des outils qui nous permettent de gagner en cohérence, ça nous permet d'aller, d'être plus ajustés et donc plus ancrés et donc d'être au fond moins violents et plus ouverts à l'autre. Je crois qu'il y a un enjeu fondamental. On voit bien aujourd'hui qu'on traverse une période qui est insensée dans l'incapacité à s'écouter, dans l'incapacité à dialoguer et dans le renfermement que beaucoup d'entre nous ressentent, en fait, les uns chacun dans ses positions. Donc pour moi, il y a une urgence à, et d'ailleurs, je vais revenir aux ateliers philo avec les enfants, mais c'est le cas dans plein d'autres types de publics d'ailleurs. Un atelier philosophie, ça permet, de dire attention, les choses sont nuancées. Il y a de la complexité, tout n'est pas noir ou blanc, les gens ne sont pas juste des héros ou des abrutis, il y a de la nuance. La deuxième chose, ça permet donc d'affronter cette complexité, de gagner en nuance. La deuxième chose, c'est de préciser son vocabulaire. Parce que dès lors qu'on fait de la philosophie, dès lors qu'on est dans le domaine de la pensée, eh bien, on se rend compte qu'on a besoin de mots en plus. On se rend compte qu'on a besoin de nourrir son langage. Parce que quand on veut être au plus juste avec son raisonnement, bah, il faut des mots de vocabulaire qui sont différents. La nuance, ça demande justement un peu plus de précision. Et plus on étend son langage, plus on a à disposition en fait des mots. Et encore une fois, on évite la violence. Et puis, ça permet aussi de s'écouter. Et je crois que ça, c'est quelque chose quand même qu'on ne fait pas tant que ça, d'écouter vraiment l'argumentation de l'autre. Être capable
de ne pas anticiper notre réponse ou d'anticiper notre parole. Et c'est d'ailleurs très très amusant de voir les enfants, les premiers ateliers philo de l'année, en fait ils n'écoutent pas du tout ce que l'autre dit, ils sont juste je voudrais lever la main, je voudrais dire quelque chose. Et en fait, l'excitation de parler dépasse largement le fait d'écouter son voisin, donc c'est quand même tout un travail. Mais au fond, adulte, on est très souvent comme ça. On anticipe parce qu'on a envie de participer. Donc voilà, c'était aussi, il y a une urgence, il y a une importance, et surtout, encore une fois, à ne pas la limiter à des sphères qui sont déjà en fait des milieux culturels et des sphères où déjà il y a tout ça, d'une manière différente, mais il y a déjà tout ça. Donc bien sûr qu'encore une fois, ça ne veut pas dire ce n'est pas une guerre entre la philo populaire ou la philo universitaire, loin de là. C'est de dire, il faut décliner, si on veut que la philosophie continue à vivre, bien sûr qu'il faut aller l'emmener dans d'autres espaces, et pour qu'elle puisse être entendue dans d'autres espaces, eh bien, il faut lui donner une accessibilité différente pour peut-être peu à peu amener vers une philo plus rigoureuse. Mais on doit en passer par là. Et c'est ça l'urgence. Et je sais que parfois, je me fais un peu, comment dire, je me fais critiquer sur cette question-là en disant, bah oui, mais c'est pas, bah non, la philo, c'est pas Instagram, c'est pas des podcasts, c'est pas du roman. Bah oui, mais en fait, de fait, si on la fait pas vivre aussi de cette façon-là, on va juste la perdre. Et je refuse l'idée d'une philosophie qui soit juste élitiste, bourgeoise, très masculine, de surcroît, hein, en ajoutant cette dimension-là. Bon, voilà, ça me semble important d'aller la faire vivre autrement. Vous parliez d'une philosophie très masculine et en effet, vous en avez un tout petit peu parlé avant cela sur Christine de Pisan, que moi je ne connaissais pas par exemple. Du coup, c'est aussi super de pouvoir profiter de ce médium-là pour la mettre en lumière et nous donner envie d'aller la découvrir. Oui, en fait, je cherchais. Alors, en fait, ce qui était compliqué, c'est que, évidemment, quand on choisit des villes et quand on choisit des périodes, parce que j'avais envie d'être représentative de chaque période, l'Antiquité, la scolastique, la Renaissance et puis un peu plus la modernité, évidemment que j'avais envie de parler des philosophes un peu incontournables. Donc, c'est pour ça qu'on a des figures majeures de ces courants-là. Cependant, j'avais aussi envie de faire découvrir des figures peut-être un peu moins connues, mais qui sont essentielles pour montrer aussi pour montrer la variété en fait de pensée. Et à la Renaissance, il y a cette figure éblouissante qu'est Christine de Pisan, qui est vraiment un personnage atypique, qui est très peu étudié et qui invente, qui crée, qui compose. Alors non seulement en plus dans son audace d'écrire, et pas seulement écrire du sentiment, mais peu à peu écrire de la philosophie, puisqu'elle commence par des choses un peu mélo et un peu sentimentales pour aller vers de la philo. Ensuite, elle imagine cette cité des femmes en disant bah, les femmes peuvent apprendre la vertu. Donc c'est une figure passionnante, et j'avais envie de montrer que bien sûr qu'il y a moins de femmes dans l'histoire de la philosophie, mais c'est aussi qu'on leur donne peut-être moins d'espace et on les transmet moins aussi que d'autres. J'avais une question sur l'écriture. On évoquait le fait tout à l'heure de vivre dans une société où tout va extrêmement vite. Est-ce que pour vous, l'écriture, justement, et l'écriture de ce roman en particulier, c'était une manière de vous donner accès à un temps long, de vous l'autoriser, voire même de vous l'imposer? Oui, en fait, ça a été très particulier cette écriture. En fait, j'ai commencé à écrire le jour de mon anniversaire, le 30 décembre de l'année dernière. Et voilà, c'est toujours symbolique, je commence à écrire. Et puis ensuite, en janvier-février, j'étais très prise par les écoles et par différents projets. Et donc, l'idée était de recommencer l'écriture début mars. Évidemment, l'univers m'a offert un espace particulier, puisque du coup, j'ai quand même écrit une odyssée en plein confinement, donc assise à mon bureau. Alors en plus, il y avait les écoles à gérer, donc c'était un peu particulier. Et en fait, c'est drôle parce que je rêvais d'écrire un roman avec une image un peu cliché de l'auteur de roman, c'est-à-dire me réserver des longues périodes dans un bureau avec une vue et avoir le temps de penser, de boire du thé. La réalité, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'étais dans une urgence émotionnelle dramatique. Je pense que j'ai jamais autant pleuré que pendant le premier confinement, parce que
J'étais stressée pour les écoles parce qu'il fallait réinventer plein de choses, faire 12 réunions par jour sur Zoom, parce que ma famille me manquait, mes équipes me manquaient, tout le monde me manquait, les gens me manquaient. Parce que du coup, j'arrachais des heures en fait d'écriture. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était une espèce de négociation avec le chaos et je me mettais à écrire par fulgurance. Donc, c'était pas du tout le climat serein de l'écriture, pas du tout. Mais peut-être que finalement, je crois que ces pics émotionnels me correspondent pas trop mal. Donc, en fait, c'est peut-être ça. Voilà, peut-être qu'un jour, je serai un écrivain qui écrit face à une fenêtre avec vue sur mer, mais pour le moment, c'est pas le cas. Je suis pas tout à fait plutôt dans les montagnes russes. Mais ceci dit, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, à défaut d'avoir pu le faire pour ce livre-là, c'était toutefois ce que vous mettiez comme image derrière. Complètement. Et puis je crois que l'espace du roman, en fait, je me disais ça d'ailleurs, c'est marrant parce que pour vous dire un secret ce soir, je commence à écrire la suite de Pénélope demain. C'est-à-dire que dans mon Google Agenda, c'est écrit. Alors attention, je vous préviens, ça n'augure peut-être rien de bon. Un prochain confinement. Je suis cet oracle du confinement, donc demain, je commence à écrire la suite. En tout cas, ce que j'aimais dans l'idée du roman, c'est qu'effectivement, c'est un espace beaucoup plus. On a beaucoup plus d'amplitude. On peut faire des dialogues, on peut faire des descriptions, on peut jouer avec des personnages, on peut avoir des moments d'émotion, des moments plus comment dire, oui, plus descriptifs. Il peut se passer plein de choses en fait. C'est un espace beaucoup plus libre. Et ce qu'il y a de fou, c'est que quand on arrive à avoir un peu de visibilité, à faire vivre son roman, on se rend compte aussi qu'on n'a pas du tout le même contact avec les lecteurs. J'ai eu des retours sur Pénélope d'une intimité bouleversante, qu'on ne peut pas avoir dans d'autres formes d'écriture, en tout cas que l'essai ne permet pas. Dans le roman, il y a quelque chose où, en fait, voilà, les barrières s'effondrent, en fait, et pour l'auteur et pour le lecteur. On est dans une toute autre dimension, et c'est pour ça que je crois qu'on n'a pas fini ni de lire des romans, ni d'en écrire, parce qu'il y a peu de formes qui permettent autant ça. Alors, on arrive au terme de la rencontre. Peut-être avez-vous des questions à poser à Marie-Robert? N'hésitez pas. J'aime beaucoup ce nom, Théana. Ça m'évoque enfin, Théos, bien sûr, hein, donc une déesse, Anna. Or, en Bretagne et au Pays de Galles ou ailleurs, enfin, il y a une déesse celtique, une grande déesse celtique qui s'appelle Anna. Et nous avons une jolie plage aussi, si vous voulez avoir vu sur mer, qui s'appelle Trigana, Ben les voilà, trois Anna. Et merci. donc, Anna, c'est l'équivalent de Gaïa chez comment dire, chez les Grecs. Et est-ce que c'était volontaire de votre part, puisque Pénélope voyage, elle visite la Terre en quelque sorte, elle visite différents lieux. Euh, L'importance des sens, du voyage, enfin, c'est aussi notre Terre hein, qui est revisitée aujourd'hui par la crise sanitaire. Et est-ce que vous avez pensé à ça ou comment vous est venu ce joli nom de Théana? Alors, c'est amusant parce que c'est toujours drôle de voir les différents biais. Merci Yvonne pour cette question par lesquelles on peut prendre des choses. En fait, le nom de Théana, c'est vraiment imposé déjà parce que je le trouvais très joli. Ensuite, parce qu'il y avait une enfant dans notre école de Marseille qui s'appelle Théana. Et il y a 5 ans, quand elle s'est inscrite, j'ai été très marquée par ce nom. On rencontre des très jolis noms quand on est directrice d'école, mais ce nom m'a beaucoup marquée. Je ne sais pas, il y avait quelque chose dans les sonorités qui me touchait profondément. Mais ce qui est amusant, c'est dans ce que vous dites, je n'ai pas pensé à l'étymologie du nom, mais par contre, c'était exactement cette volonté-là. Quand je disais tout à l'heure, c'était nous replacer dans l'espace. C'était dire, mais regardons en fait, et c'est pour ça que je laisse une grande place à l'architecture, au déplacement, à ces frontières c'est toujours très intéressant de voir les philosophes grecs et les philosophes du Moyen Âge, le nombre de déplacements qu'ils faisaient. Avec en plus enfin, évidemment, on ne prend pas l'avion, donc il faut imaginer les conditions du voyage. Et je suis très touchée par cette idée à une époque où justement, non seulement nous sommes
confinés, mais en plus on se referme beaucoup, de rappeler que toutes nos grandes avancées, toutes nos découvertes, tous nos questionnements se sont faits à l'aune de ces déplacements, de ces mélanges, de cette terre de Gaïa, en fait, qui est un espace que nous habitons tous, qui est l'espace du vivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'ai peut-être une dernière question. Donc, on a évoqué le fait que se mettre en mouvement physiquement, ça aide à mettre sa pensée en mouvement. De fait, c'est un peu compliqué de bouger en ce moment. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme lecture, peut-être une ou deux lectures pour nous permettre de nous évader, voire de nous élever? C'est comment dire, c'est toujours difficile, il y en a tellement. Moi, je vais vous répondre d'une manière complètement intime et pas du tout en lecture forcément incontournable. La littérature russe, moi, m'a porté une bonne partie de ma vie jusqu'à présent. Donc évidemment, par exemple, des textes, aussi bien des textes de Tolstoï, Les Humiliés ou Les Offensés, est un texte qui me bouleverse. J'ai un autre texte que j'aime beaucoup et qui, quelque part, fait écho à la question du voyage. C'est un livre d'Amos Oz qui s'appelle Un juste repos, qui est un livre que je relis, mais en fait, je pense que ça fait partie de ces livres qu'on peut beaucoup relire dans la vie. C'est l'histoire de trois personnages, mais surtout de deux. L'un a grandi toute sa vie dans un kibbutz en Israël. Il n'a pas connu autre chose. Donc, il a été limité dans un périmètre extrêmement restreint et ne rêve que d'une chose. Le livre commence, il veut en partir parce que c'est insupportable, parce que tout ce que représente cet endroit est insupportable. Et au même moment, un autre personnage arrive et envisage le kibbutz comme le meilleur endroit du monde et ne rêve que d'une chose, c'est d'y appartenir. Et ce livre est sublime pour ça, parce qu'au fond, bien au-delà du kibbutz et de toute cette narration en arrière-plan, il y a ce paradoxe en fait voilà, trouver sa place ne veut pas dire que c'est la bonne pour l'autre et tout est à mettre en perspective dans notre récit. Donc c'est un très très beau livre, Un juste repos. Nous notons. Alors, je crois qu'il y a une question de Rachel. Quel est votre rapport à la spiritualité? C'est une belle question parce qu'on ne me la pose jamais. C'est intéressant. Alors, c'est d'autant plus intéressant que moi, j'ai longtemps enseigné à la fac une matière particulière puisque j'enseignais magie et religion. Euh, à l'Institut de Psycho à Paris 5, René Descartes. Je ne l'enseignais pas du tout sous le prisme de la croyance, mais plutôt sous le prisme du récit. Pourquoi nous avons besoin de ces récits? De quelle manière ils ritualisent l'optimisme? De quelle manière ils nous permettent d'aller au-delà de nos peurs, d'accompagner, de structurer aussi les choses? J'ai un rapport très fort en fait à la spiritualité du texte. Plus qu'à la croyance, plus qu'une pratique organisée ou un culte quel qu'il soit, j'ai un rapport très fort à l'idée qu'au fond, peut-être qu'il n'y a pas d'autre paradis que le texte qui s'interprète sans cesse. Quand je disais que j'ai beaucoup lu de littérature, j'ai beaucoup lu de poésie, j'ai beaucoup évidemment lu de philosophie, et c'est très curieux, je ne sais pas si certains ici me comprennent, mais au fond, pour moi, la lecture et l'interprétation permanente est une forme de prière, une manière de relier en fait de tout ce qui nous précède et tout ce qui nous survivra. C'est à travers le texte et son interprétation que je trouve ma spiritualité.